merci pour l'invitation. Je crois qu'on a la préfecture des Vosges en ligne. Je ne sais pas si vous nous entendez. On vous entend. Le son est bon pour vous ou pas? Oui, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez de l'autre côté? Bonjour monsieur le secrétaire général. Bonjour, commandant. Bonjour à tous. Ils ont un retour sur nous? Oui, oui. Ok, super. Alors là, on ne vous entend plus. Vous nous entendez ou pas? Ah, oui, ça y est, c'est revenu. Parfait. Est-ce que vous nous voyez, monsieur le secrétaire général? On vous voit. Bon, petit super. on vous voit. Super. Écoutez, merci en tout cas de participer à distance. Je comprends que dans les Vosges, il passe un peu plus frais que dans le sud, que vous n'avez pas voulu venir. En tout cas, on est ravis d'avoir le commandant Humbert pour nous parler de cette, en tout cas de ce que vous avez fait dans le département des Vosges. On est vraiment ravis et de vous avoir en visio. Donc vous intervenez quand vous voulez. Le commandant Humbert va dérouler un petit peu sa conférence, hein, mais vous prenez la parole, bien évidemment, comme vous le souhaitez. Et si vous restez avec nous, monsieur le secrétaire général, jusqu'à la fin, il y aura un temps de questions-réponses. Et voilà, en fonction de vos obligations. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Pascal, je te laisse la main. Merci beaucoup. Eh bien, on va vous présenter donc, un peu petit rétexte de ce qui s'est passé en 2022 dans le département des Vosges, avec le contexte et quelques généralités, et la réponse qu'on apporte à ce changement de paradigme. On avait l'habitude de dire que notre saison à feu d'espace naturel était souvent au mois de mars, au mois d'avril, sortie d'hiver, où la végétation est plutôt sèche. Et là, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est toute l'année, et notamment l'été. Donc le contexte, en 2022, dans la semaine notamment la plus chaude du 6 au 15 août, on avait un niveau de sécheresse assez élevé, avec des vents importants par rapport à d'habitude. On était rarement confronté à des vents aussi importants en été, c'était plutôt sur des phases de tempête. Et pendant cette semaine, on a eu 79 départs de feu de végétation, et parfois simultanément. Alors, différentes communes concernées, Dinozé, Fontaine, Mortagne, Épinal, Le Mesnil, c'est essentiellement je montrerai la carte juste après, mais essentiellement le centre du département et l'est du département qui est plutôt boisé. Alors sur cette semaine, c'est 150 hectares de forêt brûlée, donc ça peut paraître insignifiant, mais pour nous c'est conséquent. C'est conséquent économiquement, psychologiquement, et puis par rapport à notre capacité de réponse opérationnelle du moment. Ça a été 200 personnes évacuées, 60 habitations directement menacées par les flammes que l'on a protégées, et puis 3 COD à la préfecture qui ont été activés. Donc, représentation du département avec les différents départs de feu sur toute cette semaine. Donc, on voit que c'est concentré sur le centre du département, autour d'Épinal, et puis bien à l'est, hein, le massif forestier, avec des massifs qui sont à risque et classés à risque du fait du dépérissement par les services de l'ONF. Quelques chiffres sur la forêt vosgienne. La surface forestière elle est de 295 600 hectares. C'est 50% du département qui est couvert par la forêt. Elle se répartit comme suit: 55 000 hectares de forêt domaniale, ce qui représente 19%, 125 700 hectares de forêt communale, 42%, et enfin 114 400 hectares de forêt privée, qui représente 39%. Le département des Vosges, c'est 507 communes et 499 sont forestières. Ça veut dire que quasiment toutes les communes puisent des revenus dans l'exploitation forestière. C'est pour ça que pour nous, c'est 150 hectares, c'est important. Et puis, il faut savoir que la forêt représente 25% de l'activité industrielle du département. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, suite à cet été un peu particulier pour nous aussi, et je parle sous l'autorité de M. le secrétaire général, Madame la préfète des Vosges a lancé une feuille de route préfectorale pour répondre à ce risque. Cette feuille de route qui se décline en 5 groupes de travail. Un premier sur la cartographie partagée, pour avoir une connaissance fine du territoire, c'est-à-dire qu'en interservice, avec les services de l'ONF, avec les forestiers privés, on reconnaît les massifs, la desserte, on mesure les pistes, pour arriver à avoir une cartographie partagée, interservice, et surtout pour nous, sapeurs-pompiers, parce qu'on n'avait pas grand-chose.
Donc cette reconnaissance d'une part, mais ce groupe de travail a également vocation à essayer de déterminer là où il y aurait besoin de faire quelques travaux, comme créer des points d'eau, créer des emplacements permettant de mettre une piscine autoportante, voilà, etc. Et ça viendra compléter un deuxième groupe de travail juste après. Un deuxième groupe de travail qui a été mis en place, c'est le juridique. Alors, la refonte de l'arrêté préfectoral de portée du feu en forêt à moins de 200 mètres de la forêt, pour lequel on a défini un zonage sur l'ensemble du département avec des niveaux de risque en fonction des conditions astrométéo, des conditions de végétation. Et par rapport au niveau de risque, eh bien, Madame la Préfète peut imposer certaines restrictions. Troisième groupe de travail sur la prévention, sensibilisation de la population, c'est ni plus ni moins que de la communication. Notre volonté était de mettre en place un plan de communication sur l'ensemble de l'année. Je vous le disais tout à l'heure, le risque de feu d'espace naturel débute en sortie d'hiver. Donc là, on essaie de communiquer par rapport aux personnes concernées, celles et ceux, les agriculteurs qui réalisent de l'écobuage pendant cette période, ou quelques brûlages. Ensuite, on s'adresse courant juin-juillet aux agriculteurs en leur apportant des messages de prévention lorsqu'ils moissonnent. Parce que là aussi, et c'était le cas l'année dernière, on a eu plus d'hectares brûlés sur les moissons qu'en forêt. Et puis, au tout public, parce que pendant l'été, juillet-août, on est un département qui est très touristique et donc il est important de pouvoir communiquer. Quatrième groupe de travail, l'équipement, aménagement et accompagnement financier. Ça fait le lien avec le premier groupe, c'est-à-dire que là où on a repéré des possibilités de travaux, on s'adresse ensuite aux différents propriétaires, qu'ils soient publics et privés, et dans le cas où ils réaliseraient ou souhaiteraient réaliser des travaux, eh bien, les services de la préfecture sont à leur disposition pour les accompagner, et notamment sur la partie financière, avec les différents subventionnements qui existent. Et enfin, un quatrième groupe de travail sur la préparation de la crise. C'est ni plus ni moins des exercices de sécurité civile qu'on a réalisés, notamment l'année dernière. Voilà. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous souhaitez apporter des choses supplémentaires? Non, vous avez tout dit, commandant. C'est vrai que ça a été un vrai épisode traumatique que cet été 2022, parce que on pensait que ça n'arriverait pas dans les Vosges, très clairement. Il y avait peut-être même une certaine forme de déni. Moi, j'avais rencontré un pompier qui était arrivé dans le département dans les années 90 et il me disait, mais nous, on pensait que ça n'arriverait pas, que la forêt vosgienne était sprinklée. Et c'est vrai que cet été 2022, on a perdu 150 hectares, c'est effectivement peu de choses à l'échelle de ce qui s'est passé dans le pays. Pour les Vosges, ça a été un vrai déclic. On a eu cette une de notre quotidien local, Vosges Matin, qui montait avec la forêt prise d'hélicoptère ou avec le feu de forêt pris d'eau, et on avait les Vosges brûlent. Ça a été vraiment quelque chose qui a porté dans la conscience collective. Et nous, vraiment, parce qu'on est, d'abord parce qu'on ne sait pas que ça nous arriverait, parce qu'on est le massif le plus peuplé de France. Vous êtes le massif des Vosges, c'est un massif où il y a 98 habitants par kilomètre carré en moyenne. Mais en fait, vous avez un doublement, voire parfois un triplement de la population au cours de l'été, parce que c'est un massif qui est très couru par les touristes, avec notamment le lac de Gérardmer ou la station de la Presse, donc une très très forte densité de population. Et puis une urbanisation ultra-urbaine qui est profondément enchâssée dans la forêt, ce qui rend les opérations très complexes. Vous avez vraiment les habitations, la forêt de sapin vient littéralement à quelques mètres des chalets et des villages, ce qui rend les opérations, et on l'a vu durant l'été 2022, très compliquées. Donc ça a percuté, je veux dire, lors de cet été 2022, et on s'est collectivement rendu compte qu'il fallait qu'on élève sérieusement et rapidement notre niveau de jeu. Merci, monsieur le secrétaire général. Je souhaiterais à présent exposer la réponse opérationnelle du SDIS, donc sous l'autorité du directeur départemental, le colonel hors classe Larry Ouvrard. Eh bien, pour la première fois en 2023, on a mis en place un ordre départemental opérationnel feu de forêt sur les feux d'espace naturel, qui vient couvrir à la fois les feux en plaine, avec les moissons, mais également les feux au niveau de la forêt, et qui permet d'organiser la réponse opérationnelle. Autre nouveauté dans le département des Vosges, c'est la création d'un pays Cambon sur l'aéroport d'Épinal-Mirecourt.
Donc pour nous, c'est une nouveauté. Il couvre le quart nord-est de la France, voire au-delà des frontières si besoin. Pour l'instant, on est en capacité d'avitailler le DH avec du retardant, mais avec une cellule mobile de retardant. On a un projet qui est en cours de construction de citernes fixes et on devrait être opérationnel pour l'été prochain. Alors forcément, il faut former nos personnels, et donc on a 18 personnels qui ont été formés, P1, P2, l'année dernière et cette année. Et puis, on accueille également les HBE, le cas échéant, comme c'était le cas l'année dernière, sur un feu au mois de juin. Quelques photos pour situer un petit peu. Enfin, comme beaucoup de départements, on vient dans le sud, vous renforcer. C'est pour nous essentiellement une expérience que l'on vient aussi chercher. On vient donner un coup de main, mais on vient aussi chercher une expérience. On est descendu à 2 reprises l'année dernière, une première fois dans le Var, puis une seconde fois dans l'Aude. Et c'est toujours des déplacements très enrichissants. Et on a besoin d'apprendre pour pouvoir mieux s'organiser chez nous également. Enfin, un investissement. Tout d'abord, un investissement matériel, où le département des Vosges, c'est 14 CCF. Certes, 14 CCR également, mais la politique du directeur, c'est réellement d'aller sous le couvert végétal avec des CCF. Et l'objectif, c'est d'en acheter 10 supplémentaires à l'horizon 2026. Donc, toutes ces démarches sont engagées, notamment avec les différents subventionnements, que ce soit de l'État, pas que capacitaire, mais également le budget propre du 10 et le renforcement du conseil départemental. C'est un investissement également en véhicule en VLTT, en drone. On n'avait pas de drone il y a 2 ans, aujourd'hui on en a 9, dont un très performant. Et un investissement sur des citernes autoportantes, donc 2 de 30 000, donc 12 citernes achetées, 2 de 30 000, pour permettre aux HDE de pouvoir prendre de l'eau dedans, et aussi de travailler avec nos collègues agriculteurs, où eux se déplacent avec des citernes de 10 000, 20 000, et donc ça permet d'accueillir de l'eau. Et enfin, on vient de se lancer dans l'achat de l'outil Crimson, qu'on est en train de développer. Voilà pour l'investissement matériel. Et l'investissement personnel, eh bien, le développement des compétences. On était 150 personnels formés il y a 3 ans au feu de forêt, parce que chez nous, ce n'était pas un respect courant. Aujourd'hui, on en est à 409 exactement. L'objectif à atteindre, c'est 1000 personnels formés, en sachant que le 10 des Vosges, c'est un peu plus de 3000 sapeurs-pompiers, dont 2900 sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, c'est de former un tiers de l'effectif. On forme également des cadres, FF3 et FF4. Et il y a bien sûr les FMA quotidiennes, ainsi que de la formation d'officiers embarqués dans les aéronefs. Voilà pour ma présentation. Je voulais juste redire une chose sur la feuille de route préfectorale. On a un gros point positif, c'est qu'on travaille en interservice et avec l'ensemble des acteurs, on a des échanges qui sont très cordiaux, on s'entend très bien. De ce fait, les dossiers avancent plus facilement et surtout quand on est sur un feu, quand on est sur de l'opérationnel, de se connaître et d'échanger facilement, ça facilite les choses. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Peut-être que monsieur le secrétaire général souhaiterait apporter d'autres choses avant qu'il y ait des questions. Oui, non, je vous retrouve parfaitement évidemment sur le fait que peut-être une de nos plus grandes forces dans les Vosges, c'est qu'effectivement on travaille très bien, en interministériel, on travaille très bien avec les collectivités locales, avec notre partenaire de département, et d'autant mieux, c'était déjà le cas avant, mais d'autant mieux qu'il y a eu cette prise de conscience. Mais vous l'avez dit là aussi, sur toute la batterie de mesures qui a été prise ou qui sont en train d'être prises pour mieux pouvoir répondre à la crise quand elle arrivera, parce qu'on sait qu'elle va arriver, peut-être pas cet été, mais si ce n'est pas cet été prochain, ce sera l'été suivant ou celui d'après. Celle qui me semble le plus, peut-être les plus importantes ou les plus emblématiques, c'est d'abord effectivement les moyens aériens, parce que ça a beaucoup marqué ça aussi, le fait qu'on a eu l'été 2022, c'était les premiers largages, on a fait 200 largages par hélicoptère.
pour circonscrire le feu. Ça a beaucoup marqué les esprits, et on l'a vu. Enfin, si on avait eu plus de moyens hélicoptères ou de moyens aériens en toute la cause et plus rapidement, on s'en serait mieux tiré au cours de l'été 2022. Et le pélipandrome de l'aéroport de Mirecourt, c'est une vraie avancée pour nous, mais aussi pour nos collègues des départements aux alentours, parce qu'il n'aura pas d'utilité simplement dans les Vosges. On a fait aussi des tests pour essayer de qualifier le lac de Gérardmer pour les Canadair. Malheureusement, il n'est pas propre à ce type d'opération, mais là aussi c'était important de le faire parce que ça a passé un message à la population. Moi je retiens aussi la cartographie des zones à risque. Ça c'était un des vrais retours. Sur le vrai texte qu'on a fait en 2022, la méconnaissance de la forêt était quand même un sujet. On a vu Pascal ne vous démentirait pas, on a vu que quand on était sur le terrain, on était un peu réduit à discuter avec les sachants, le collègue de l'ONF qui disait cette piste, il y a une voie de retournement, c'est possible. Ça c'était un peu du bricolage. On a fait un gros travail depuis pour qualifier, pour connaître la forêt, pour la cartographier, pour la qualifier, pour objectiver, pour être prêt immédiatement en situation de crise, encore une fois, sans être obligé de recourir à des expédients une fois qu'on est sur le terrain et un peu au pied du mur. Et puis, si je devais retenir aussi encore deux derniers points, l'outil FR Alert, qui vient d'être lancé, que vous connaissez certainement, ça c'est quand même une grosse avancée. Le fait de pouvoir envoyer un SMS à tous les habitants qui se trouvent sur une partie de la population, sachant que le massif vosgien est quand même très bien, a une très bonne couverture téléphonique, ça je pense que c'est un outil très intéressant. On a fait des tests, ça fonctionne. Donc FR Alert, c'est une belle avancée. Les drones, on a vu l'efficacité que ça avait en opération. Et puis, là aussi, on trouve totalement Pascal, un des grands enseignements de l'été 2022, ça a été la contribution des agriculteurs. Ça paraît pas évident comme ça, mais il y a une très très forte mobilisation du monde agricole. Ils sont tous venus avec des citernes, avec leurs tracteurs pour apporter de l'eau au plus près du feu. Et ça a été, le préfet l'a salué à l'époque, parce que ça a été un mouvement de solidarité spontanée, mais il y a un travail à faire, qu'on a fait et qu'on continuera à faire avec le monde agricole, parce que c'est des vrais soutiens. Et dans ce genre de situation, il faut que tout le monde soit sur le pont. Et les agriculteurs, il faut qu'on ait déjà, là aussi ça s'est fait un peu de façon improvisée, il faudra que la prochaine fois que ça arrive, tout soit conventionné, qu'on ait des protocoles pour que le monde agricole puisse venir nous soutenir dans les opérations de crise. Voilà, un dernier point aussi, pardon, parce que je vous avais parlé de la montée en capacité du SDIS. Il y a aussi, nous aussi, ceux sur lesquels on travaille beaucoup, c'est l'adaptation de l'environnement, et notamment avec les élus locaux, pour que les élus locaux eux-mêmes se dotent, à leur échelle, de moyens de prévention. Et on a un outil pour ça, un outil qui est nouveau, c'est le fonds vert. Le fonds vert qui permet ce qui nous permet, nous, État, de venir financer là une poche d'eau, là un moyen de raccordement, en accordant une subvention qui peut monter jusqu'à 80% pour la commune. Et ça fonctionne aussi très bien. On voit que la prise de conscience, elle est générale, et il y a beaucoup d'élus qui, à leur échelle, font le nécessaire. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour ce complément. Et merci à Pascal. Effectivement, on va en parler un petit peu. Alors, je reprends un peu mon propos, Monsieur le Secrétaire Général. J'insiste, et je le dis tout le temps, et je l'écris, 150 hectares dans les Vosges ou dans l'Eure, c'est 1000 hectares dans le Sud. D'une part, en termes d'enjeux humains, on le disait, les Vosges, vous l'avez compris, c'est un département touristique, c'est la fameuse ligne bleue des Vosges, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est aussi une histoire de moyens, parce que la réponse opérationnelle, Pascal, elle y est, et tu le disais, c'est 14 CCF. Voilà, quand on sait que dans 13, on est capable d'aligner 32 groupes, effectivement, les feux ne sont pas du même niveau, mais aussi cette réponse opérationnelle qui est importante, et je vois qu'effectivement, il y a en tout cas cette réponse interministérielle, vous avez su créer surtout ce partenariat, et tu le disais, vous travaillez en bonne intelligence, ça c'est capital. Le feu de forêt, c'est une crise majeure de sécurité civile. Il y a les pompiers qui vont éteindre le feu, en tout cas qui vont tenter de l'éteindre. On a l'habitude dans le Sud de dire que souvent le feu s'éteint à la mer, on n'est jamais très loin de la réalité, mais en tous les cas, c'est une vraie crise de sécurité civile, et on a besoin de tous les acteurs, dont les acteurs de l'État, que vous représentez, bien évidemment avec la préfecture,
Donc je pense que ça c'est important. Vous évoquiez aussi une communication. Je crois qu'il faut faire savoir aux gens ce que l'on fait. Alors il y a eu des conventions, en tout cas des partenariats avec les agriculteurs. Ça s'est fait dans l'Oise notamment, ça s'est fait dans beaucoup de départements. Le 66, on en parlera demain, que ce soit pour l'eau avec les tonalisiers, que ce soit aussi, pourquoi pas, pour créer des coupe-feux. Donc on est vraiment dans cette logique, hein, où effectivement c'est pas moi qui dis, c'est la loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile, où le citoyen est acteur de sa sécurité. Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble. Je voudrais juste rappeler, et vous l'avez dit, tu l'as dit Pascal, c'est 25% de l'activité industrielle. Alors, on le verra tout à l'heure avec nos amis girondins, hein, la forêt des Landes de Gascogne est une forêt de rapport, c'est de l'argent, les Vosges aussi. Donc, non, en tout cas, merci beaucoup pour cette précision, ça nous éclaire, et on sait maintenant, on est content qu'il y ait des Dash dans le sud-est, donc ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à monsieur le secrétaire général ou à Pascal Imbert? Donc, juste tu te présentes, Pascal, tu dis qui tu es, d'où tu viens. Bonjour. Bonjour, lieutenant-colonel Pascal Arigon du 10-13. Merci pour cette présentation très intéressante. Moi, j'avais une question en lien avec ce que tu viens de dire, Carlo, sur l'activité forestière, donc qui est une activité économique très importante pour le département des Vosges. Quelle a été la posture justement des exploitants forestiers? Quelle a été leur implication dans l'évolution des moyens de secours propres liés à leurs exploitations? Parce que vous avez parlé effectivement de la réaction des pouvoirs publics, des agriculteurs qui sont venus aider pour apporter de l'eau pendant les opérations de lutte, des élus bien sûr très, très mobilisés, le SDIS. Et qu'en est-il des propriétaires forestiers qui très certainement ont aussi découvert ce risque naissant qui n'était pas ou peu connu? Et deuxième question, par rapport à l'utilisation des moyens aériens nationaux, quelles ont été les contraintes du SDIS pour activer ou réactiver les moyens de communication analogique pour être en contact avec les moyens nationaux, puisque depuis qu'Antares est en service, c'est principalement les départements de la zone sud-est qui ont gardé ces moyens de communication, mais pas forcément les autres départements de France. Merci. Merci, c'est deux questions. Donc pour répondre à la première question, comme on le disait tout à l'heure, 2022 était un tournant, et c'est là où on s'est mis en échange avec le Centre national de la forêt privée. On travaille en étroite collaboration avec eux, et je vais avec eux échanger au gré de leurs différentes assemblées générales, les différentes associations, je crois que c'est 7 dans le département des Vosges, si je ne me trompe pas, et on vient essentiellement communiquer sur leur façon de faire. Monsieur le secrétaire général en parlait tout à l'heure sur la partie environnementale. Il y a des bonnes pratiques à réaliser qui n'étaient pas celles-ci il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on essaie de faire passer les bonnes pratiques, éviter des quotas de branches qui permettent la propagation du site, qui rendent difficile l'extinction. Voilà, on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux et on fait beaucoup de communication. La question du Conarino, c'était vraiment comment eux ils réagissent à ça, hein, Pascal, c'est ça. Hein. Comment est-ce qu'ils ont pris parti, parce qu'il y a des intérêts privés, et encore une fois j'insiste, on pourra l'évoquer avec la Gironde, et comment vous avez réussi à les mêler finalement à ce projet départemental? C'est essentiellement à travers les différents référents du CNPF. C'est vraiment eux qui sont les interlocuteurs des différentes associations et qui viennent apporter la bonne parole de la réponse opérationnelle. Mais on est vraiment tout au début et on a des gens qui ont du mal à s'y mettre sur ces bonnes pratiques. Et donc voilà, c'est beaucoup de communication, beaucoup de messages à faire passer sur les bonnes pratiques. Techniquement, matériellement parlant, sur la lutte contre les incendies, ils n'ont pas grand-chose. Mais du coup, c'est au travers de ces bonnes pratiques. Après, sur la forêt privée, il y a quelques grosses forêts avec des plans de gestion, mais il y a beaucoup de morcellage de petits propriétaires. Et du coup, ces petits propriétaires ne sont pas toujours des plans de gestion. Donc, ils ne sont pas toujours... Un plan simple de gestion pour votre culture, c'est à partir de 20 hectares de forêt privée. Dès que vous avez 20 hectares chez vous, il faut faire un plan simple de gestion. Après, au-delà, effectivement, ça dépasse. Mais je crois que là, il y a un gros travail de fond. Pascal, qui voulait encore, le sapeur-pompier devient un vecteur, puisque on sait de quoi on parle. Et je crois qu'effectivement, il y aura un gros travail aussi
au niveau du département, monsieur le secrétaire général, c'est important qu'on puisse aider nos collègues sapeurs-pompiers à passer le bon message, parce qu'effectivement, on aura vraiment besoin de tout le monde. Je ne vous le souhaite pas, mais enfin voilà, la patate, elle arrivera tôt ou tard. Et peut-être, pour compléter, on a cette particularité. Pardon, on a cette particularité dans les Vosges de ce que notre forêt est essentiellement communale. Donc pas qu'il n'y ait pas de forêt privée, mais je ne suis pas sûr de la statistique, mais c'est de l'ordre de 70 à 80% de la forêt dans le massif qui est communale. Et d'ailleurs, à l'été 2022, c'est la forêt communale qui a brûlé. Donc c'est vrai que le travail avec les maires est vraiment primordial. Merci pour votre complément d'information. Et Pascal, la deuxième question. Pour la deuxième question, eh bien, en fait, le département des Vosges était le seul de la zone à avoir conservé le matériel pour ces fréquences. Et il nous restait un poste fixe au CODIS et quelques postes portatifs qui nous a permis de pouvoir se lancer. Et on a investi également. Tu vois, Michel, je dis toujours, il faut regarder les vieilles radios. Ça peut toujours servir. Hein, super. Est-ce qu'il y a une autre intervention pour le SDIS des Vosges? Le collègue Christophe Libaud. Merci Christophe Libaud, état-major parlementaire. Une question, là vous évoquez la dimension, alors je ne sais pas si je peux dire zonale. Moi j'en viens presque à souhaiter que ça brûle à nouveau dans les Vosges parce que le dispositif a l'air tellement bien qu'on a envie de vérifier que ce soit bon. C'est quoi le rapport? L'essentiel du massif, il est sur la montagne des Vosges, partagé avec les deux départements alsaciens. C'est quoi les relations qui ont été mises en place alors avant l'été 2022 et depuis pour performer le dispositif, notamment si ça bascule sur un côté alsacien du massif? Alors on a été, je crois, plutôt novateur. On a lancé toute cette démarche très très rapidement. Il y a encore un gros travail d'échange et de coordination avec l'ensemble des départements. Le massif des Vosges, effectivement, c'est essentiellement la partie est qui couvre 7 départements. Donc il y a un gros travail zonal à lancer et à poursuivre. Voilà, c'est en cours. Merci beaucoup, Pascal. Une autre question? Bonjour, lieutenant-colonel Kicus, armée de terre, état-major de zone de défense de Marseille. Ma question est, est-ce que des statistiques ou des enquêtes ont été faites pour savoir quelle est l'origine de départ des feux, si c'est essentiellement lié à l'activité touristique, et auquel cas, quels sont les moyens qui ont été mis en place pour lutter contre ces départs de feu? Merci. Monsieur le secrétaire général, vous voulez peut-être répondre? Oui, à l'été 2022, et puis sous le contrôle du commandant, mais tous les départs de feu étaient accidentels, pas forcément liés au tourisme directement, mais le plus gros départ de feu, c'est a priori, c'est un tesson de bouteille qui avait été abandonné dans un arrière-jardin. On était dans une situation, enfin à l'été 2022 que vous avez vécu comme nous, même dans les Vosges, un morceau de silex qui était tapé par une pelleteuse, ça donnait un départ de feu. On a eu un départ de feu parce qu'il y avait un ouvrier municipal qui faisait de la meuleuse dans le cimetière. Il avait pourtant une prise d'eau à 20 mètres, il a mis le feu à des fougères, le temps qu'il passe aller-retour avec un Jerry, c'était parti dans l'alerte. Donc, mais principalement de l'accidentel. Après, ce qui était inquiétant, c'est que alors même qu'on avait une communication, vous imaginez bien, très très proactive lors de cette semaine, qui a été une semaine horribiliste, hein. Enfin, on n'a pas dormi pendant 10 jours, jusqu'à ce qu'il se mette à pleuvoir vers le 15 août. On avait quand même tous les jours, moi ce qui me laissait très perplexe, des gendarmes qui constataient qu'il y avait eu des feux de bivouac massifs, quoi. Donc d'où l'importance de marteler les messages de prévention, et aussi de faire de la sanction pour que le message infuse vraiment. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonjour, lieutenant Cédric Chillard, justice de l'Aude. Donc effectivement, on vous a accueilli dans notre département, on vous en remercie, c'était bien appréciable. Petite question, puisque vous avez fait de la cartographie sur les zones à risque, avec les zones à risque identifiées, 25% industrialisées, c'est ça, si j'ai bien compris, avec 14 CCF. Donc ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez un départ de feu, vous avez anticipé avec des plans d'intervention en donnant des priorités en fonction des enjeux?
Pas encore, j'ai envie de vous dire. On y travaille, ça fait partie des chantiers à ouvrir. D'une part, la cartographie, en une année, on a fait à peine 10%, c'est-à-dire 11 000 hectares, 1300 km linéaires de reconnus. On poursuit ces actions. Cette année, on est uniquement sur 3000 hectares. Et ensuite, on a le service de prévision également qui rentre dans la boucle lors des études des différents risques sur les différentes industries. Voilà, mais c'est encore un chantier à mettre en relation avec le risque de forêt. Néanmoins, on est sollicité par certaines entreprises qui souhaitent mettre à disposition des points d'eau en partenariat avec les communes. Donc on y répond, on est sur le terrain. Merci Pascal, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est malgré tout, même si on s'en doutait, c'est quand même une histoire récente. Hein, Pascal, le ZIS des Vosges a pris le taureau par les cornes, et donc c'est un gros chantier, et vous le savez, comme tous les risques, et notamment le feu de forêt, il faut beaucoup d'humilité, donc on y arrive, on ne peut que féliciter ce qui a été fait. Donc en tout cas, merci Pascal pour ton intervention. Je remercie Bénévent Cohen, Larry Ouvrard qui m'a entendu, avec David Bonnet d'ailleurs qui a été mon interlocuteur pour vous faire venir ici. Encore une fois, c'était une idée de l'inspecteur général Lyon, c'était pas une idée à moi, les Vosges, même si c'est un département que je connais bien. En tout cas, merci à vous, Monsieur Cédric, de vous être rejoint à nous. Pascal, merci beaucoup. Et on va continuer notre cycle de conférences.